ont été financés, que devient la banque des PME, quel l'appui du gouvernement pour la microéconomie en cette période de Covid-19, la politique nationale en matière de petites et moyennes entreprises est-elle efficace? Ne ratez pas le rendez-vous Obama Time dès 21h sur BNews One, le tam-tam du continent. Retrospective chaque semaine. BNews One, l'information continue 24h sur 24, 7 jours sur 7. À Yaoundé, au Cameroun, mais accessible partout dans le monde. Notamment sur YouTube. Reportages, enquêtes, analyses, décryptages, commentaires. L'information la bonne, regardez BNews 1. La chaîne de l'information sur l'Afrique. L'actualité du continent africain. BNews One, au cœur de l'information. BNews One, le tam-tam du continent. BNews One, le tam-tam du continent. BNews One, au cœur de l'information. BNews One, le tam-tam du continent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Obama Time, première sortie de la semaine. Aujourd'hui, nous faisons une incursion au ministère des petites et moyennes entreprises, ministère créé à la faveur du décret présidentiel de 2004. On essaiera aujourd'hui de voir quel est le bilan de ces ministères. A-t-il réellement accompagné les petites et moyennes entreprises au Cameroun? Quels sont les projets qui ont été mis en place et, actualité oblige, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour accompagner les PME? Nous sommes en plein Covid-19. La deuxième vague a été annoncée. Vous avez suivi aujourd'hui la conférence du gouvernement camerounais. Trois ministres étaient face à la presse aujourd'hui. Le ministre de la Communication, le ministre de la Santé publique et bien sûr le délégué général à la Sûreté nationale. En ce qui concerne les PME, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'elles peuvent attendre, les petites et moyennes entreprises, en rapport avec la stratégie nationale de développement 2020-2030? On sera aujourd'hui avec deux responsables et pas n'importe quel ministère des petites et moyennes entreprises. Nous avons l'honneur, le privilège d'avoir avec nous Monsieur Bobo Mamoudou. Il est directeur des études des projets et programmes au ministère des petites et moyennes entreprises. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bobo. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Comment vous allez? Bien. Comment se porte le ministère? Le ministère se porte bien. Voilà. Je rappelle que l'émission a été suscitée par une rencontre qui a eu lieu la semaine dernière, pratiquement vendredi. Le ministre a expliqué ce qui s'est fait là-bas à la presse camerounaise et les perspectives
notamment du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, mais également les dispositions prises pour accompagner les PME camerounaises dans la résilience économique et surtout les problèmes liés au Covid-19. Il est expert en microfinance et il est conseiller municipal de la mairie d'Essé. Il est également l'un des membres de la commission d'agrément des microfinances au ministère des Finances. Il ne travaille pas au ministère des Finances, mais il est là en tant qu'expert. Il a pratiquement 40 ans dans le domaine du développement. Il a été à Milfed, il a été dans plusieurs autres organisations, organisations qui accompagnent le développement local. Nous avons, mesdames, messieurs, l'honneur, le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui monsieur Wolfgang Ossoa. Il est également président de la commission de passation des marchés de la mairie d'Essé. Bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir aux Palanis et bonsoir aux téléspectateurs. Comment se porte la mairie d'Essé? À merveille. Tout va bien? Tout va bien. Les marchés se passent bien? Les marchés se passent bien. C'est facile d'avoir un marché là-bas? On a le marché, on exécute les commandes à Essé selon les normes prévues dans les décrets qui fixent la réglementation des marchés au Cameroun. D'accord, donc il n'y a pas de faveur. Il n'y a pas de tripatouillage, pas de copinage alors? Non. Tout est clair. Merci. On a notre argentier avec nous sur le plateau. Lui, il est le directeur du guichet unique à l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises monsieur le directeur Constant Lobé. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir monsieur Wama, bonsoir chers partenaires, bonsoir chers téléspectateurs. Guichet unique, ça veut dire que tout passe par vous alors? Oui, le guichet unique, il faut voir dans l'unicité le rassemblement à un seul point de toutes les procédures administratives et techniques nécessaires à l'obtention ou à l'accès au régime des incitations à l'investissement privé. Voilà, on vous remercie d'être avec nous. Avec vous, on va éplucher tout ce que l'agence fait. On va également essayer de comprendre le rôle de la banque des PME qui a été créée, annoncée à grande pompe. Est-ce qu'elle joue réellement son rôle? Est-ce que les petites et moyennes entreprises en profitent réellement? Vous nous direz tout au cours de ce programme. Il est nos yeux et nos oreilles en ce qui concerne l'économie au Cameroun. Philippe Souaï, journaliste économique. Philippe, bonsoir. Bonsoir Ernest. Ça va? Oui, c'est un plaisir de partager ton plateau chaque fois. Voilà. Cela m'est donné. Voilà, nous sommes heureux de vous avoir. Allez, si cela vous convient, je suggère qu'on fasse un tour dans nos machines pour ensemble voir la problématique centrale de cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la perspective de faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité, le pays s'est doté d'une stratégie. La stratégie nationale du développement 2020-2030. S'appuyant sur les leçons de la mise en œuvre du document de la stratégie pour la croissance et l'emploi, la SND 30 entend porter le Cameroun au rang des nouveaux pays industrialisés à l'horizon 2035. Ce soir, Obama Time interroge les enjeux et défis de la stratégie nationale du développement 2020-2030. Quelles sont les offres du ministère des Petites et Moyennes Entreprises pour les opérateurs économiques? Comment faire pour obtenir un financement? Combien de projets ont déjà été financés? Quel appui porte le gouvernement à la microéconomie en cette période de Covid-19? La politique nationale en matière de petites et moyennes entreprises est-elle efficace? Obama Time répond à vos préoccupations. Bonne émission. Merci à Delphine Asiga, une voix qui vient d'ailleurs et une plume qui en dit long sur son avenir. Delphine Asiga qui assurera désormais le sommaire du programme au bas matin. Pour être complet avec l'actu, annonçons quand même que l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné ce jour à 3 ans de prison, dont 1 an ferme dans l'affaire des écoutes. Il y a d'autres dossiers qui attendent l'ancien président français, notamment celui relatif au financement de la campagne par Muammar Kadhafi. Il y a également l'affaire Big Malion. Dieu dur pour Nicolas Sarkozy qui a quand même fait appel. On annonce également, je l'ai dit en début d'émission, la conférence de presse conjointe du ministre de la Santé, du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. René Emmanuel Sadi, et le
délégué général à la sécurité nationale, monsieur Martin Bargangele. Ils sont venus aujourd'hui dire aux Camerounais que l'heure est grave. Nous sommes aujourd'hui à 551 personnes décédées de Covid au Cameroun. Plus de 100 cas en moins de 2 mois au Cameroun. L'heure est grave. Il faut vous protéger. L'autre chiffre du jour, le Cameroun est à plus d'1 milliard de francs dépensés, notamment par la Fédération camerounaise de football, pour payer notamment les procès, ou tout au moins l'argent qui revient à ceux qui ont gagné les procès contre la FECAFOOT. Il y a dommages et intérêts. Volker Finke, ancien coach de Lyon. Il y a Denis Lavagne, ancien coach de Lyon. Et depuis quelques jours également, il y a le cas de Patrick Kluivert et bien sûr son national principal, Karan Silov, qui eux aussi seront dédommagés par la Fédération camerounaise de football. Nous sommes donc à plus d'1 milliard de francs à cause notamment des départs parfois inopinés, un peu barbares, des entraîneurs sur le banc de touche de l'équipe nationale de football du Cameroun. Il a été interpellé aujourd'hui l'ancien président, le président du FC Barcelone, dans le cadre de ce qu'on a appelé Barcelone Gate. Le siège du FC Barcelone a été perquisitionné ce jour par la police espagnole. Cette affaire intervient pratiquement à 6 jours, jour pour jour, de l'élection à la présidence du FC Barcelone. C'est Juan Laporta qui est le candidat favori, qui bénéficie du soutien de quelques anciens Blaugrana comme Samuel Eto'o, comme notamment Xavi Iniesta, qui sont donc derrière la candidature. C'est lui qui a été le grand président de l'heure de gloire du FC Barcelone. Allez, on revient sur le plateau, on parle maintenant des petites et moyennes entreprises. Vous avez suivi la problématique de ce directeur et on va d'abord vous passer la parole pour planter le décor. Le ministère des petites et moyennes entreprises, on a chacun peut-être une petite idée des prérogatives, mais au quotidien, est-ce qu'on peut savoir ce que fait ces ministères? Quels sont les projets qui ont été mis en place? Est-ce qu'il y a des chiffres de ce qui a déjà été fait? Ok, merci Ernest pour l'opportunité que vous nous donnez pour parler du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Comme vous l'avez rappelé, la semaine dernière, le ministère a organisé une séance d'échange avec la presse pour effectivement parler non seulement des missions assignées à ces départements ministériels, mais également des perspectives au regard des défis et des enjeux qui sont à l'horizon au regard de la SND 30. Concernant les missions du département ministériel, comme son nom l'indique, c'est un département ministériel créé à la faveur du décret du 8 décembre 2004 pour accompagner les petites et moyennes entreprises, les organisations de l'économie sociale et l'artisanat. À ce titre, le ministère a la responsabilité d'organiser tout type d'accompagnement, que ce soit financier ou non financier, et la structuration des organisations de l'économie sociale et de l'artisanat. Parlant du bilan, vous avez dû constater de 2004 à maintenant, il y a un certain nombre d'instruments qui ont été mis en place par la banque pour opérationnaliser cette mission. Et c'est à ce titre que vous avez à mes côtés un des responsables de l'agence de promotion des PME. C'est un des instruments qui avait été mis par le ministère pour accompagner les petites et moyennes entreprises dans le cadre de leur structuration, de leur organisation et du renforcement de leurs capacités. Vous avez également la mise en place de la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, qui est un instrument opérationnel mis en place dans le sens du financement des PME qui trouvaient beaucoup de difficultés en matière de financement dans le cadre des banques classiques. Nous allons revenir tout à l'heure pour en parler en profondeur de cette problématique de financement et le rôle de la banque de PME. Nous avons également la pépinière pilote nationale DDA qui a été mise en place dans le cadre d'incubation des jeunes pour créer des entreprises. Et le ministère a accompagné un certain nombre de mises en place d'incubateurs dans les établissements d'enseignement supérieur, notamment les universités. Nous avons l'université de Ngandere, l'université de Tchan, l'université de Yaoundé 1 qui ont bénéficié un certain nombre d'accompagnements à la mise en place de ces incubateurs.
Nous avons également l'accompagnement des organisations de l'économie sociale. Avant la mise en place du code de décentralisation, le ministère appuyait directement les organisations de l'économie sociale dans le cadre de leur développement. Et depuis l'avènement du code de décentralisation, avec le transfert de compétences, les ressources qui sont mises à la disposition de ces organisations sont transférées au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Ici, il faut voir, c'est environ 700 millions chaque année. 700 millions transférés depuis... Non, chaque année, 700 millions sont transférés aux collectivités territoriales décentralisées pour accompagner... Ça représente quel pourcentage pour le budget du ministère des PME? Bon, vous avez dans vos propos introductifs dit quelque chose de pertinent, que vous avez été surpris quand on a présenté la densité des missions. La densité des projets surtout, parce que je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs projets, j'ai découvert moi plusieurs projets. Effectivement, le ministère a une enveloppe budgétaire qui tourne autour de 10 milliards depuis un certain temps, dont pratiquement 60% du fonctionnement et 40% au niveau des investissements. Donc, à ce titre, faire le rapport des budgets transférés au niveau des OS, si vous demandez le pourcentage, ça va paraître un peu infime. On est pratiquement à 6%, non? Mais en réalité, vous comprenez que c'est beaucoup plus. Vous devez faire le rapport au niveau du budget d'investissement. Si vous faites 400 millions, 700 millions sur 4 milliards. Vous verrez, on est au-delà de 15%. 15%. Donc, concernant l'artisanat, le ministère a développé une politique de structuration d'artisanat et à partir de demain, un atelier est organisé à Kribi pour valider les métiers artisanaux. Donc ici, le département est en train d'organiser les métiers artisanaux par filière pour mieux adresser la problématique et organiser les interventions. Donc voilà, brosser de façon très synthétique le dispositif qui existe au niveau du département ministériel. Mais il est important de rappeler que ce ministère a non seulement les petites et moyennes entreprises comme cible, les organisations de l'économie sociale, les artisans, mais également le secteur informel, parce que le ministère a la charge d'organiser la migration du secteur informel vers le formel. Il est également important de relever, tout à l'heure on reviendra en profondeur, que le tissu économique du Cameroun est constitué de 99,8% des PME. Et ce sont ces acteurs-là qui constituent la cible du département ministériel. Donc, pris comme ça, vous allez comprendre quelle est la densité du travail que nous avons. Est-ce qu'il y a, je me trompe peut-être, il y a des projets qui sont pratiquement en contact avec les PME. J'ai vu vendredi qu'il y avait plusieurs projets au ministère des PME. En fait, nous avons des programmes, nous avons un certain nombre de programmes qui ont été élaborés. Nous avons des programmes d'accompagnement au développement des PME de transformation, oui. Donc le PACD, qui est là depuis pratiquement une dizaine d'années. Nous avons eu le PMEA qui a fait son temps et qui a été transformé en Transagri. PMA PMUA. Ça veut dire programme de promotion des petites et moyennes entreprises agricoles. Qui a été aujourd'hui transformé en Transagri, qui est, je pense, logé actuellement au niveau de l'agence de promotion des PME, qui a ouvert un guichet agricole au niveau de la banque des PME pour organiser un accompagnement beaucoup plus spécialisé des PME agricoles. Nous avons eu également le PADSP à l'époque qui a eu son mérite d'avoir mené un certain nombre d'études pour organiser un certain nombre de filières sous le volet clusters dans certains bassins de production. D'accord. Combien d'entreprises accompagnent? J'ai retenu le chiffre, c'est 12 000 entreprises qui ont déjà bénéficié de l'accompagnement du ministère. Ah, on peut dire en moyenne. 12 000 PME, c'est le chiffre qui a été annoncé par le secrétaire général du ministère des PME lors de depuis le début de la création. Alors, on va peut-être revenir à vous, si ça, vous avez fait le point.
Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez... On va échanger en profondeur, puisque la question des enjeux et défis au regard de la SND 30, elle est fondamentale et on revient. Est-ce que la SND 30, avant de passer au responsable de l'agence de promotion des PME, est-ce qu'elle intègre les problématiques actuelles des PME? Effectivement, vous posez donc la question centrale. Vous avez bien vu tout à l'heure dans le reportage, même comme ça n'a pas été achevé, le Minepat, en présentant la stratégie, donne l'orientation globale qui est la transformation structurelle de l'économie nationale et le développement inclusif. Voilà l'orientation de la SND. Et quand on parle de transformation structurelle, il faut que nous comprenions la problématique pour savoir quel est le rôle, non seulement du secteur industrie et services, mais du ministère en charge des petites et moyennes entreprises. Tout à l'heure, je vous ai dit sur le 209 000 entreprises recensées dans le cadre du deuxième recensement général des entreprises, 99,8% sont constitués de PME, 0,2% seulement sont des grandes entreprises. Quand vous prenez ces structurations, 95% sont de très petites entreprises et de petites entreprises. Et 1,3% seulement qui sont des moyennes entreprises. Et généralement, ce sont les moyennes entreprises qui créent des emplois décents, qui créent des valeurs ajoutées. Et on a 0,2% seulement des grandes entreprises. Donc, quand on parle de transformation structurelle, voilà une première structure qu'il faudra transformer pour muter vers une structure d'économie émergente. Si vous permettez, deuxième structure qu'il faut bien comprendre, nous avons 85% de nos PME qui sont dans le secteur tertiaire, notamment le commerce, ce qui fait de notre économie une économie de comptoir. On a 15% seulement des PME qui sont dans le secteur secondaire, qui sont dans le secteur de la transformation, et 0,2% dans le secteur primaire qui produisent la matière première. Donc, quand vous voyez cette structure, elle n'est pas une structure favorable à l'émergence économique. Il faut également la transformer. Voilà le rôle de la transformation structurelle de l'économie. Les PME, vous comprenez avec moi, sont au cœur de la problématique de cette industrialisation qui va générer cette transformation structurelle. Troisième et dernière, si vous permettez, le maillage territorial. Ça, c'est fondamental pour comprendre non seulement la problématique sociale, mais politique du Cameroun. Plus de 60% de nos PME sont concentrés à Yaoundé et à Douala. Et vous comprenez pourquoi les jeunes quittent dans les recoins du Cameroun pour venir chercher de l'emploi à Yaoundé et à Douala. Et ces deux grandes villes sont engorgées d'une masse de jeunesse à la quête d'emploi. Donc, à ce niveau, le maillage territorial nécessite une optimisation dans le cadre de la transformation structurelle. Et ça, c'est la décentralisation économique qui permettra de muter ou de générer cette transformation structurelle. D'accord. Voilà quelques éléments qui nous... C'est compris. On évoquera, parce que vous parlez de maillage territorial, on verra bien, est-ce que le ministère des petites et moyennes entreprises se contente d'accompagner ceux qui sont ici à Yaoundé, dans les localités lointaines, à Kolofata, à Essé, à Edjendouane, à Angelmondouka. Est-ce qu'on ressent réellement qu'il y a un ministère qui a été créé par le chef de l'État pour accompagner la petite économie? Je peux faire l'appel ainsi. Alors, on a le directeur du guichet unique à l'agence de promotion des PME. J'ai toujours... on a toujours du mal à percevoir la différence entre l'agence de promotion des PME et la banque des PME. L'agence fait quoi concrètement, monsieur le directeur? Ok, merci beaucoup, monsieur Obama. L'agence de promotion des petites et moyennes entreprises, nous nous considérons comme le bras séculier de la mise en œuvre de la politique définie au niveau du ministère. Oui. Donc, et en ce sens, nous pouvons regrouper nos actions en deux grands axes, ou bien deux actions. Le premier grand axe, c'est la facilitation de la création des entreprises. Et dans cet axe, nous avons 3 programmes ou projets qui sont actifs. Le premier programme, c'est le programme de promotion de l'esprit d'entreprise en milieu jeune. Donc l'objectif ici, c'est de favoriser l'émergence d'un ensemble d'entrepreneurs avec des capacités
liées à l'actualité. Et plus les entrepreneurs qui émergent de par leur charisme personnel uniquement, mais des entrepreneurs à qui on apprend, on donne certaines notions qui leur permettent d'être efficaces dès le commencement. Et l'autre chose, c'est de permettre à la graine d'entrepreneurs existant dans chacun des Camerounais, des jeunes Camerounais, à pouvoir effectivement germer. Donc le programme de promotion de l'esprit d'entrepreneur en milieu jeune, il forme des formateurs, il forme des jeunes entrepreneurs, il entretient des clubs d'entrepreneurs dans les lycées, les collèges, les établissements d'enseignement supérieur. Ça veut dire qu'un gars qui veut, excusez-moi, un monsieur qui veut créer une entreprise, une petite entreprise, il vient vers vous, c'est bien ça? Oui, ça c'est autre chose. Ça, c'est l'étape qui vient après celle-ci. Parce que là, parfois, il y a des gens qui ont la graine sans même s'en apercevoir. Lorsqu'on fait des activités d'éveil, nous avons un programme, par exemple, qu'on a mis en place avec la Conférence des Nations Unies pour l'économie et le développement. Au cours d'un programme, nous avons un programme de 4 heures. Au cours de ce programme, les uns et les autres peuvent ressentir. C'est-à-dire qu'on permet aux uns et aux autres de ressentir en eux ce qu'ils ont comme graine en termes d'entrepreneuriat. Et ce programme est suivi par un programme de 5 jours au cours duquel on amène les gens à partir de leurs idées, à arriver à avoir ne serait-ce qu'un business model pour pouvoir par la suite le développer en entreprise. Donc ça, c'est l'un des aspects pour la densification. Parce qu'après cela, nous avons, vous avez certainement entendu parler au cours de cette année qui s'achève du fonds proto. C'est un fonds de prototypage, c'est-à-dire que les jeunes qui ont émis leurs idées, qui ont structuré leurs idées, arrivent à voir la preuve de concept afin de pouvoir vendre leurs idées auprès des partenaires financiers ou techniques pour pouvoir transformer leur idée en véritable entreprise. Et au cours de cette année, c'était une année test, nous avons une occasion pilote, il y a 1000 jeunes qui ont compétit, 700 demandes ont été trouvées vraiment intéressantes et à partir des moyens que nous avons eu, il y a eu une vingtaine qui ont vraiment bénéficié de l'accompagnement au prototypage. D'un moment à l'autre, vous allez voir un événement de restitution de ce qui a été tenu dans ces opérations de prototypage. Nous avons également, nous sommes encore dans le premier moyen, le premier maillon pour faciliter la création ou bien amener les uns et les autres à créer. Nous avons le Start and Improve Your Business. C'est un programme spécialement destiné aux 2 régions d'expression anglaise où nous avons formé récemment 25 formateurs avec l'appui du BIT dans la création, le passage de l'idée à la création d'entreprise. Et ça, c'est les formateurs qui ont été formés et 85 entreprises ont déjà bénéficié. À terme, il est attendu qu'il y ait 1 millier d'entrepreneurs qui soient formés. Donc ça, c'est le stade d'improve business. Donc, vous découvrez la graine d'entrepreneur que vous avez en vous, vous transformez, à partir de cette graine, une idée émerge, vous faites de votre idée une entreprise, et nous arrivons à la deuxième phase, qui est la création proprement dite. C'est-à-dire que nous avons le centre de formation et création d'entreprise, qui est notre guichet unique, où la moyenne est de 72 heures pour créer l'entreprise. 72 heures. 72 heures. Et celui qui crée l'entreprise, allez-y, je vous écoute. 72 heures pour créer l'entreprise. Et nous avons, avec la facilité de la création en ligne, qui a commencé dans les centres de Douala, de Yaoundé, et de Garoua, et qui est en train de s'étendre vers 6 autres régions, nous avons le record qui vient de la partie centrale de la Garoua, où nous avons quelqu'un qui a réussi à créer une entreprise en 9 heures. Et lorsqu'il a créé cette entreprise, il était tellement surpris qu'il s'est rendu auprès du délégué régional pour demander si les papiers qui sont en train de lui être donnés sont des véritables papiers. D'accord. Quand vous dites création d'entreprise en formalisation. Concrètement, qu'est-ce qu'on reçoit? C'est la redevance, attestation de... Vous avez votre registre de commerce. Registre de commerce. Vous avez l'attestation d'immatriculation. Oui. Vous avez l'attestation elle vient remplacer la carte contribuable qu'il y avait. Mais également, vous avez votre immatriculation au... Et on peut obtenir tout ça en 72 heures. Combien ça coûte? Combien on verse? Donc pour les établissements, ça veut dire que les entreprises individuelles, c'est 41 500. Et pour les entreprises, c'est dans les 51 500. Pour les SARL et SA.
Et ça. Bon, maintenant, nous avons créé l'entreprise. Donc, nous avons formalisé, nous l'avons créé sur le plan technique. Nous l'avons créé sur le plan formel. Maintenant, il faut que l'entreprise marche. Nous arrivons donc dans le deuxième segment qui est celui de l'amélioration de la productivité et de la compétitivité de nos entreprises. Et là également, nous avons une batterie d'activités qui sont développées. La première activité, nous avons commençons par là, le programme diagnostic et restructuration des entreprises. C'est-à-dire que l'entreprise est un être vivant. Lorsque l'être vivant sera en hôpital, on arrive, on lui fait un diagnostic. Et annuellement, il est bon de faire son diagnostic au moins une fois. Donc vous faites votre bilan et à partir de ce bilan, vous développez un plan qui vous permet de progresser par rapport aux réalités du domaine dans lequel vous travaillez. Donc le chiffre de 12 000, il vient de vous, de l'Agence de promotion des entreprises? Et nous travaillons dans le cadre d'un ensemble. Vous avez, comme l'a dit M. Zeta tout à l'heure, vous voyez qu'il y a plus, en dehors, nous travaillons uniquement avec les PME et ceux qui sont en train de créer les PME, mais vous voyez que le ministère travaille également avec l'économie sociale et puis l'artisanat. Donc il y a ce chiffre qui rentre enfin nous rentrons dans ce grand chiffre. Donc nous sommes en train de parler des programmes qui accompagnent à la productivité et à la compétitivité poussée des entreprises camerounaises. À côté du programme diagnostic et restructuration, nous avons le programme de modernisation des PME par les TIC. C'est un programme qui permet, et le Covid-19 est venu aujourd'hui montrer que c'était bien de penser comme ça, de montrer aux entrepreneurs qu'il est bien beau d'avoir un téléphone dernier cri, d'avoir un téléphone qui a 1000 fonctions, mais il est possible de gérer son entreprise à partir de son téléphone, à distance, à partir d'un petit investissement qu'on peut faire pour son entreprise. Donc, à côté de ce programme, nous avons ce programme est mis en place avec un partenariat d'une université canadienne, l'Université Québec à Trois-Rivières. Nous avons également le programme Kaizen. Kaizen, c'est un programme d'amélioration continue de la productivité et des compétences et de la productivité des entreprises. Il est mis en place avec l'appui du gouvernement japonais, donc dans lequel on amène les entreprises à partir de petits gestes simples, à partir de certaines concertations avec le personnel, à améliorer de façon continue la productivité au sein de l'entreprise. Ce programme accompagne en moyenne 80 entreprises chaque année. Et cette année encore, nous avons... Accompagné financièrement? Bon, non, nous sommes plus dans le renforcement de capacité. Comme on vous le disait tout à l'heure, vous l'avez vous-même dit, la BCPME, la Banque camerounaise des PME, et l'Agence de promotion des petites entreprises ont été créées au même moment. Il y a agence, du côté de l'agence est chargée des services non financiers, et la Banque camerounaise est chargée des services financiers. Mais il y a une passerelle entre les deux, parce que, comme je suis en train de vous parler, nous avons notamment une activité de facilitation de l'accès au financement. C'est-à-dire que nous ne donnons pas de financement, mais nous préparons les entreprises qui passent par notre giron à mieux affronter la recherche de financement. Nous les accompagnons à la recherche de financement et nous aidons également les partenaires financiers qui sont de l'autre côté à mieux comprendre la demande qui vient des PME. D'accord. Parce que... finissez d'abord. Il y en a. Donc, je voudrais notamment parler également ici d'un programme qui est très cher aux PME, c'est le guichet unique dont je suis le responsable. Il y a une différence entre l'agence des PME et le guichet unique? Oui, disons que le guichet unique des incitations à l'investissement est un département de l'agence. Ah d'accord, ok. Oui. Donc dans le guichet unique, nous sommes chargés de la mise en œuvre pour ce qui concerne les PME, de tout ce qui est facilitation de l'accès des PME aux incitations mises en place par le gouvernement pour leur développement. Donc par incitation, il faut voir un ensemble de facilités ou bien d'exonérations ou bien de réductions sur le plan fiscal et douanier. Nous avons un ensemble d'accompagnements sur le plan administratif pour l'obtention de certains documents administratifs et visas pour les entrepreneurs qui sont en train d'investir. Nous avons également l'appui, l'accompagnement des entreprises qui existent dans la mise en œuvre des plans d'investissement
par eux librement élaborés dans le cadre de leur développement. Donc nous avons également au sein de l'agence plusieurs autres programmes. Je pourrais citer ici un programme phare de l'heure qui est le programme Transfagri. Transfagri, c'est un programme intégré de valorisation et de transformation des produits agricoles et agroalimentaires. C'est un programme qui est sur 4 Transformation des produits agricoles et agroalimentaires. Donc c'est un programme qui permet, qui aide les entreprises du segment aval des chaînes agricoles. C'est-à-dire que lorsque le producteur a déjà obtenu son produit, il a cultivé, il a récolté, maintenant la valorisation du produit qui a été obtenu pour arriver au niveau du consommateur. Ça peut être une transformation, ça peut être le packaging, ça peut être... Donc tous ceux qui interviennent, même les fournisseurs d'équipements qui interviennent dans cette partie de la chaîne sont appuyés par le programme. Nous avons également un programme très cher également parce que c'est un problème pointu en termes de développement des PME. C'est le CAMPAC-Q, c'est-à-dire que Cameroun Packaging and Quality. Parce que ce soit dans le Transfagri, que ce soit dans les autres programmes, on constate la connaissance de la qualité ou bien du processus de management de qualité dans les entreprises est encore mineur et l'emballage demeure un problème crucial pour les entreprises. D'accord. Donc, dans le cadre de ce programme, il y a des facilités qui sont mises pour le développement de l'accès aux normes de qualité, l'accès aux conditions d'emballage. On a notamment obtenu cette année des moules, 4 moules pour les entreprises, parce que vous savez, l'emballage, par exemple, les bouteilles, comme vous voyez les petites bouteilles dans lesquelles nos artisans et producteurs ils mettent leurs produits. Il est souvent difficile d'avoir ces petites bouteilles, ces petites boîtes. Donc il a fallu acquérir des moules pour faciliter l'accès. C'est le ministère qui a acheté les moules? Oui, ça c'est l'agence. Ah d'accord, l'agence, d'accord. Oui. Ok. Donc nous avons... Donc vous faites vraiment un maximum d'efforts pour accompagner ceux qui sont dans les PME. On va permettre aux autres, peut-être avec le temps, avec les explications que vous allez dérouler. Vous voulez ajouter quelque chose? J'ai voulu saisir de l'opportunité du programme Kaizen pour rappeler l'impact de cet accompagnement. Je pense que cette année, il y a une entreprise qui a été accompagnée et qui a été primée et qui a eu le prix Excellence africaine Kaizen. Donc c'est une entreprise, c'est une PME camerounaise qui a gagné ces prix au niveau africain suite à l'accompagnement Kaizen du ministère. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Vous les accompagnez seulement à l'étranger, par ici? On les a accompagnés dans l'amélioration de leur qualité, de leur performance. Et ça a permis à ce que, au niveau des compétitions africaines, l'entreprise gagne le prix Excellence. D'accord, parce qu'il y a également un Camerounais qui a gagné un prix, un jeune Camerounais qui fabrique des réfrigérateurs qui marchent avec l'énergie solaire. Et depuis ce matin, sur la toile, il y a un procès qui est fait au ministre de la Santé d'avoir commandé plus de 3000 réfrigérateurs. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Le fact-checking va nous vérifier ça. On va d'abord écouter M. Wolfgang Ossoir. Vous avez une connaissance du monde rural, des petites et moyennes entreprises. Quand vous écoutez l'inventaire qui est fait des projets, des programmes et des mesures prises par le gouvernement à travers les petites et moyennes entreprises, est-ce que vous connaissez tous ces projets qui sont annoncés? Est-ce que vous avez ressenti l'impact de tous ces programmes? Oui, merci de me passer la parole. Je suis au courant des projets qu'ils ont annoncés et je voudrais dire au ministère en disant que la Banque des PME et l'agence pour promouvoir la microéconomie, je crois que ce n'est pas juste. Vous avez également l'établissement de microfinance. Transagri travaille essentiellement en direction des établissements de microfinance. Donc, l'autre chose qu'on peut louer dans votre démarche, vous avez compris que l'État qui fait de l'intermédiation financière, avec des projets où on donne des crédits et ainsi de suite, cette démarche-là est révolue. Et vous passez par les professionnels pour faire du financement. Je trouve ça très louable. Mais je ne sais pas, dans votre réflexion, si
vous intégrez la problématique de la pérennité de ces entreprises. Ah oui, c'est-à-dire la capacité de ces entreprises de pouvoir fonctionner quand vous avez retiré votre appui. Parce que ça, c'est l'un des aspects sur lesquels plusieurs projets pêchent énormément. Donc, je ne sais pas si vous avez intégré ça dans vos politiques, parce que si vous n'avez pas intégré dans vos politiques de développer on va dire une capacité à faire en sorte que les entreprises financent les appuis que vous leur donnez, peut-être pas au niveau du coût que vous coûtez, au niveau des prestataires privés. Déjà, par exemple, est-ce que vous êtes en train de promouvoir l'émergence d'une technicité privée capable d'accompagner les entreprises? Ça, c'est une question. L'autre question, c'est est-ce que ces entreprises-là auront la capacité de payer cette technicité? Ça, c'est il répondait aux questions tout à l'heure. Mais je voulais avoir d'abord votre avis. Je suis journaliste quand même, et je confesse que j'ai été stupéfait d'écouter l'inventaire, la photographie des projets du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Mais est-ce que ces projets-là, vous êtes conseiller municipal dans votre localité, est-ce que les populations sont au courant de ces projets-là? Est-ce que les projets sont simplement destinés à la jeunesse urbaine? Si les gens de village, j'ai pris quelques noms de villages que le FATA ne sont pas au courant, qu'il y a des projets, qu'il y a une agence qui existe, qu'il y a une banque des PME, ils ne savent même pas quelles sont les modalités pour accéder à ces projets et accéder au financement de la banque des PME, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que je vous demandais, vous, qui êtes en contact avec ce monde-là, avec cette jeunesse-là, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce qu'ils sont au courant? Je ne sais pas si je vais répondre à cette question parce que je vais peut-être jouer l'avocat de l'État. Il faut savoir que l'intervention coûte cher. On a 366 communes au Cameroun. Avoir la capacité d'intervenir dans 366 communes, et il faut avoir de l'argent pour le faire. Donc, la question même que vous devez vous poser, est-ce que même les maires sont au courant? Vous parlez déjà des populations. Est-ce que les maires sont au courant? Moi, j'ai la chance d'être dans un certain niveau de connaissance de l'économie camerounaise pour être au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Mais est-ce que tout le maire de Chomois sûrement le sait parce qu'il y a un certain niveau? À tout la faute alors. C'est le maire qui n'est pas au courant, qui est responsable de la station? Non, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect des moyens dont je viens de parler. Les moyens techniques, les moyens financiers, les moyens matériels, pour pouvoir intervenir partout comme ça. Le deuxième problème, c'est la communication gouvernementale. Je trouve qu'elle est très timide. Le gouvernement ne communique que quand il est dos au mur. Quand il est assailli par des vidéos qui sortent à gauche et à droite, ainsi, il ne communique jamais sur ce qu'ils font et ce qu'ils font de bien. Donc il y a ces deux aspects-là, moi, j'ai dit que je vous joue leur avocat, ils vont sûrement compléter les réponses, mais je ne crois pas qu'on peut attendre qu'un ministère comme celui des petites et moyennes entreprises ait un écho qui arrive au village. Il faut que l'écho arrive déjà au département. Il n'y a pas de délégués départementaux du pays. On va revenir à vous. Il n'y a pas de délégués. Merci, M. Obama. Je pense que vous posez une question cruciale qui n'est pas anodine. Et c'est quelque chose qu'on voit dans la réalité économique. Mais le ministère des Petites et Moyennes Entreprises est structuré autour des services centraux et des services déconcentrés. Il y a une délégation régionale. Et il y a 10 délégations régionales et 58 délégations départementales. Et si vous suivez l'actualité, le 29 janvier dernier, le ministre a fait sa conférence annuelle en visioconférence avec tous les 10 délégués régionaux et les 58 délégués départementaux. Et à ce niveau, le ministre a lancé une réflexion amenant les délégués départementaux à s'impliquer dans l'accompagnement opérationnel des différents acteurs, dont les petites et moyennes entreprises, les organisations de l'économie sociale et les artisans. La réalité, comme a dit mon vis-à-vis, c'est que vous avez l'impression que les ressources que nous avons n'atteignent pas directement toutes les collectivités territoriales décentralisées. Tout à l'heure, on a essayé d'évaluer le budget du département ministériel. Et je vous ai parlé des ressources transférées. Si vous prenez 700 millions, vous divisez par 360, vous comprendrez que aucune mairie, les mairies auront peut-être 5 000 francs chacune. Donc,
Le ministère est obligé de s'organiser de façon progressive. C'est-à-dire, cette année, on octroie les ressources à un certain nombre de mairies. L'année suivante, on donne à d'autres mairies. Mais il y a toute une organisation au niveau du département ministériel pour accompagner non seulement les collectivités territoriales décentralisées, donc il y a des formations, des sensibilisations. Chaque année, il y a au moins 5 ou 6 mairies qui sont choisies pour aller renforcer les capacités des exécutifs communaux dans le sens d'accompagnement également de ces organisations de l'économie sociale. Est-ce que ce n'est pas là tout le problème? Ça veut dire que je me trompe peut-être, il me semble que les PME participent à hauteur de 57%. Peut-être que mon chiffre n'est pas exact. 30? De quoi? PIB. Bon, je pense qu'il faut qu'on soit prudent. Parfois, on confond le poids des PIB dans les chiffres d'affaires global de l'économie et puis la contribution des PME au niveau du PIB. Ça tourne autour de 20% en réalité. 20%. Alors, si ça tourne... PME, en fait, il y a PME formel et PME informel. Les PME formels... Alors, même sur l'hypothèse de 20%. Effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis votre ministère depuis quelque temps, à travers la volonté du ministre, mais si ce ministère qui est censé porter la petite économie, accompagner les jeunes créateurs d'emplois, on en est là à 10 milliards, avec simplement 4 milliards pour les investissements. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que normalement, le ministère si vous permettez, vous gardez le micro avant que Philippe réagisse. Parce que normalement, quand on fait une comparaison, le ministère des petites et moyennes entreprises est vraiment un ministère pratique. Parce qu'il est en contact avec les créateurs d'emplois, avec des entrepreneurs. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que le budget soit aussi maigre? Parce que quand on voit ce qu'on dépense par ailleurs dans certaines... pour d'autres choses, je ne vais pas les citer ici pour ne pas créer des polémiques, on se pose des questions. Peut-être que vous allez... Je pense que là, on parle de façon superficielle d'une question fondamentale de l'économie camerounaise. L'accompagnement des PME au niveau gouvernemental est fait, pas seulement en termes budgétaires au niveau du ministère des PME, mais au niveau d'un certain nombre de départements ministériels. Peut-être ça ne se voit pas, le ministère de l'économie le fait, le ministère de l'agriculture le fait, le ministère de l'élevage le fait. Et vous allez comprendre que la question des PME est une question vraiment transversale. Mais je voulais rappeler, le ministre... Mais si vous passez, c'est un problème, parce que c'est une question justement que j'avais posée à Philippe. Non, en fait, qui va répondre. Vous gardez le micro. Si vous permettez, le ministre des petites et moyennes entreprises a lancé une nouvelle dynamique, qui n'est pas peut-être très bien perçue. La dynamique d'une mobilisation des ressources pour l'accompagnement des PME à travers des ressources qui sont logées dans des financements extérieurs, au niveau des financements extérieurs. Courant l'année 2020, si vous suivez l'actualité, le ministre a supervisé la signature d'une convention entre la BEI et la Société Générale à hauteur de 15 milliards au profit des petites et moyennes entreprises. C'est également une démarche du ministère dans l'accompagnement financier des PME à travers le captage des ressources rares qui sont au niveau international. Nous avons également eu la même dynamique au niveau de ProPME où la BEI a mis peut-être 5 milliards ou 10 milliards. Nous avons aujourd'hui en train de négocier avec la Banque islamique de développement qui est en train de vouloir mettre en place des lignes de financement pour accompagner des PME. Ça veut dire que le budget de l'État étant soumis à des ressources sous contrainte, la dynamique lancée par le chef du département ministériel est d'aller rechercher des ressources pour permettre aux PME de se développer à travers des financements adaptés. C'est de ça qu'il s'agit, M. Oubama. D'accord. Philippe, quel est votre regard sur les... On note bien qu'il y a une dynamique qui est mise en place, qui est peut-être nouvelle, et qui veut accompagner les PME au Cameroun. Le ministre étant bloqué, comme le disait le directeur, par un budget qui n'est pas assez costaud, il recherche les financements ailleurs.
Mais est-ce qu'on ressent cet accompagnement? Est-ce que les jeunes sont au courant? Au-delà, on a une multitude de projets. C'est-à-dire que quand on regarde bien, tous ces projets sont... la cible principale, ce sont les jeunes, ce sont les PME qui peuvent être en création. Pourquoi tous ces projets ne sont pas logés au ministère des PME? Pagia ou U, Piassi, il y a pratiquement au ministère PIFMAS, voilà, PAE Jeunes, au ministère de l'Agriculture, il y a le FODEC, il y a plein de projets, mais on se rend compte que dans chaque ministère, on garde ces projets alors qu'on devait les mettre sous la tutelle du ministère des petites et moyennes entreprises. Ben, je crois que vous avez abordé la question de ce qu'on pourrait appeler la volonté politique. La création du ministère des PME est venue donner un peu comme un signal sur la prise de conscience de ce qu'est la PME dans l'architecture économique du Cameroun. Et je crois que M. le directeur l'a indiqué tout à l'heure. Cependant, il y a comme une insuffisance dans le suivi de cette dynamique. Parce que... suivi aux communications? Non, le suivi, les actions, je parle de la cohérence entre la volonté qui a amené à la création du ministère et les actions qui sont menées. Parce que la PME, ce n'est pas seulement La PME, c'est d'abord l'entreprise qui appartient aux Camerounais. Parce que on a une culture d'une fixation sur les recettes fiscales qui sont générées en majorité, je crois, 75% par les grandes entreprises. Et cette capacité des grandes entreprises à produire ces recettes a fait que l'État aussi est tout cuit sur les grandes entreprises. Les exonérations, la dépense fiscale, toutes les largesses de l'État vont d'abord aux grandes entreprises parce qu'il y a comme une espèce de... compensation. En quelque sorte. Retour de l'ascenseur. Voilà. Donc, je crois qu'il y a là un problème que le gouvernement, pour le moment, n'a pas suffisamment adressé. C'est-à-dire que dans ces accompagnements, qu'il y ait aussi des choses, des appuis qui... J'ai suivi le directeur du guichet unique et j'ai eu comme un goût d'inachevé. Parce que je veux dire, en attendant d'aller chercher les graines d'entrepreneurs, il y a d'abord des entreprises qui sont là et qui se meurent chaque jour parce que l'accompagnement n'est pas suffisant. Et les chiffres traduisent cela. Le directeur a indiqué tout à l'heure que le deuxième recensement général de l'entreprise a révélé que nous avions 209 unités de production. 209 000, voilà. Mais un des chiffres que le recensement nous indique aussi, c'est que les moyennes entreprises, d'abord les grandes entreprises, leur proportion a réduit. On en était à 0,5, maintenant on est à 0,2. Les moyennes entreprises aussi ont baissé. Et les unités, voilà, donc les entreprises unipersonnelles ont explosé. Si vous sortez de l'économie formelle, vous verrez que dans le même temps, le secteur informel aussi a gagné en volume. Donc, ce qui pose la question de l'efficacité des politiques qui sont menées, parce que le but, c'est de réduire jusqu'à au moins un certain niveau la taille du secteur informel pour permettre aux PME ou plus largement aux entreprises de trouver une marge, parce que le secteur informel est perçu et peut-être traité comme ils font de la concurrence déloyale. Donc il faut le ramener parce que d'abord c'est un secteur qui n'est pas structuré, et qui ne paye pas et ainsi de suite là. Mais quand vous prenez donc, parce que le premier recensement c'était en 2009, le deuxième en 2016, donc sur 6 ans, vous avez cette progression, j'allais dire, dans le mauvais sens de l'économie. Cela appelle maintenant à interroger l'efficacité des actions qui sont mises à la fois par le ministère, mais pas seulement. Mais peut-être que la dispersion que tu évoques peut justifier aussi cela. C'est-à-dire que
vous avez quand même beaucoup de programmes et projets, beaucoup de lignes de financement, mais qui sont dispersées dans différents ministères. Si vous prenez le secteur, par exemple, des marchés publics ou des approvisionnements, l'accès à la commande publique, il y a une réflexion qui est en cours pour voir s'il n'y a pas lieu, par exemple, de revenir à un ministère de l'équipement qui permettrait de concentrer, peut-être pas toute la commande publique, mais en tout cas, de la centraliser pour mieux suivre, n'est-ce pas, les approvisionnements. Et si nous devons parler du ministère des PME, il y a eu une agence de promotion des PME et une banque. Soit dit en passant. Il y a, pas quand il y a eu. Non, oui, il y a une banque. Cela dit, la banque des PME est en sérieuse difficulté et demande à être recapitalisée. Et donc, c'est déjà un indicateur de ce que, en termes de résultats, on pensait que c'était un outil qui venait résoudre un problème. Mais je ne suis pas sûr, au regard de ces résultats, qu'elle a pu résoudre ce problème, celui de l'accès au financement. Mais est-ce que l'État avait vraiment besoin d'une banque de PME? Ce n'est pas parce que l'État l'a créé que forcément c'était une bonne décision. Est-ce que pour accompagner les PME, pour leur faciliter l'accès au crédit, est-ce que l'État avait besoin de créer une banque spécialement dédiée? Vous remarquerez que les paysans, la Chambre d'agriculture, portent un projet de création d'une microfinance. Et j'ai suivi la dernière fois les bains en je ne suis pas sûr. Pour dire on va permettre de dire. D'abord, monsieur. Peut-être on va directement attaquer la question de la banque de PME. Allez-y, on y est. Quand le débat était structuré, on allait autour des thématiques de façon structurée. Mais vu le questionnement, on est appelé à répondre. Peut-être donner quelques chiffres sur la banque pour permettre à ce qu'on comprenne et apprécier à sa juste valeur les résultats de la banque. Et puis revenir pour expliquer est-ce que l'État avait besoin de créer la banque et quelles sont les difficultés majeures auxquelles la banque est confrontée. Quelques chiffres. Depuis sa création en 2015, ouverture depuis 2016, la banque a 6 000 clients dans son portefeuille. 6 000 clients 6 000 clients. Les gens qui ont ouvert des comptes Les gens qui ont ouvert des comptes. Donc 6 000 comptes ouverts des PME. Donc la banque a comme client des entreprises. Il n'y a pas de personnel. Deuxième information à comprendre, c'est 38 milliards de crédits alloués. Déjà alloués. Déjà, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, c'est 38 milliards de crédits alloués. Sur les 38 milliards, il a posé la question, est-ce que les financements sont allés au PME ou bien c'est 30% des financements des projets et 70% des financements des commandes publiques et des contrats divers. On va vous expliquer le pourquoi. Nous avons un taux de casse, un taux d'impayé qui tourne entre 15 et 18%. Au regard du segment de la clientèle et le niveau de risque de ces segments, je pense que la performance de ces banques est remarquable. Parce que ailleurs, que ce soit ici au Cameroun, en Afrique ou même en Europe, les risques autour des financements de PME tournent entre 38 et 45% en termes de taux d'impayé. Parce que c'est un segment de clients très risqué. Notamment, si on parle des profils des PME camerounais, c'est un risque très très élevé. Allez dans d'autres banques, ils vous diront le taux d'impayé qu'il y a au niveau des PME, vous verrez, ça n'a rien à voir avec ces taux qui tournent entre 15 et 18%. Maintenant, la question de financement. Pourquoi la banque a financé majoritairement les commandes publiques et
30% seulement des projets, vous allez comprendre que la banque des PME a comme client les PME, qui ne font pas de dépôts comme les personnes physiques. Donc ce n'est pas une banque classique. Et c'est des ressources à très court terme, ou à court terme que la banque a, pour fonctionner, permettre à la banque d'exister. Elle est obligée de procéder à une stratégie de financement des activités à court terme. Raison pour laquelle elle a choisi en majorité financer les commandes publiques qui sont des financements à court terme. Oui. Et puis à 30% un certain nombre de projets en utilisant des ressources qu'elle a su mobiliser. Maintenant, est-ce que l'État avait raison ou est-ce qu'il y avait une urgence de créer la banque des PME? Je pense que toutes les études qui ont été réalisées au Cameroun, ce n'est pas mon vis-à-vis qui me démentira, la question du financement de la PME camerounaise s'est crucialement posée à travers des banques classiques. Aucune banque classique n'accordait des financements sans demander des garanties, sans donner un taux très excessif parce que c'est des ressources inadaptées qu'il faut utiliser pour financer ces PME. C'est suite à ces études que l'État a décidé de créer la banque pour financer les PME, en fait offrir les PME l'accès à des financements, non seulement avec des facilités, c'est-à-dire pas des exigences, des garanties telles que les banques classiques le faisaient, avec des taux vraiment concessionnels. Et à ce niveau, la logique gouvernementale, c'est de permettre à la PME d'avoir accès à des lignes de financement publiques pour organiser son développement. Vous allez comprendre, l'industrialisation des pays doit se faire à travers une stratégie financière souveraine. Ça, il faut qu'on comprenne cela. Ce n'est pas des banques commerciales qui vont financer l'industrialisation d'un pays. Dans aucun pays au monde, on a financé l'industrialisation à travers les banques commerciales. C'est toujours les banques de développement, avec des ressources longues, bien structurées, bien organisées. Donc, la banque, quand elle a été créée, elle avait un capital de 10 milliards. Lors de sa création, il n'y a pas eu les frais d'établissement ou les ressources de mise en place, comme ça s'est fait ailleurs. La banque, c'est une structure normative de la COBAC. Il y a un capital minimum qui est demandé. Et lors de sa mise en place, elle a utilisé une bonne partie de ce capital pour l'investissement infrastructurel, pour mettre en place une banque. Et beaucoup n'ont pas compris cela. La BCPME a été l'une des rares banques depuis peut-être 40 ans. Ce n'est pas une filiale d'une banque concrète. C'est une banque entière qu'on est en train de créer. Elle n'a pas une maison mère. Donc c'est une banque typique qu'on doit créer. Ça veut dire qu'on doit tout créer. Et ça, beaucoup n'ont pas perçu cela. Et l'État a créé cette banque avec tout ce que ça induit comme infrastructure informatique, bâtiment, parce que tout est normé. Et ça a un coût. Donc c'est cette partie du capital qui a induit la nécessité de récapitalisation que vous venez d'évoquer. Et le reste du capital, puisque la banque n'a pas eu de ressources, puisqu'une banque doit avoir des ressources, elle a utilisé une partie de ce capital pour faire tourner, donc financer les bons de commande, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Et depuis 2019, elle a été récapitalisée à hauteur de 20 milliards. 5 milliards ont été décaissés et les 5 milliards restants sont en cours de décaissement pour permettre à la banque de respecter les indicateurs normatifs de la COBAC. Et vous voyez la difficulté que cette banque a. C'est une banque qui a un seul actionnaire, l'État. Elle ne fonctionne pas comme les autres banques, c'est-à-dire pour aller à l'extérieur, rechercher des ressources. Les gens se posent d'abord la première question, votre actionnaire unique c'est l'État. Il faut que l'État mette d'abord les moyens pour permettre aux autres aussi d'avoir une garantie et accompagner la banque. Donc, pris comme ça, vous comprenez que la banque, dans ce contexte, depuis le début de sa mise en place jusqu'à aujourd'hui, a pu réaliser les résultats qu'elle a réalisés dans le contexte
avec les ressources mises à sa disposition. Donc la banque n'est pas en banqueroute alors? Non, si non, je non. comprends bien. Pour le moment, ça... Je vous ai dit qu'il y a 6 000 clients et je vous ai donné les chiffres. D'accord. Et plus de 3030 dossiers de crédit ont été analysés au niveau de la banque. Je voudrais qu'on aide ceux qui nous suivent, parce qu'il y a de nombreux jeunes qui nous suivent, qui ne savent même pas comment faire. Et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais que M. Lobé soit beaucoup plus pédagogique. Ah, j'ai beaucoup de mal pour M. Lobé. Les fluctuations d'énergie électrique ici, là, ne permettent pas à notre clim de fonctionner à merveille. Conséquence, vous l'avez, on va souffrir un tout petit peu, ça sera réglé. Alors, vous avez soutenu il n'y a pas longtemps un doctorat sur l'environnement institutionnel pour la promotion des PME et notamment sur l'écosystème des PME ici je crois au Cameroun, si je ne me trompe pas. Vous êtes un ancien de la banque des PME, je me suis bien renseigné. Alors, aujourd'hui, au-delà des questions qui ont été posées par Philippe, quelle est la pédagogie pour le jeune Camerounais qui nous écoute, qui est diplômé, qui n'a pas encore pu s'insérer et qui nourrit le projet de créer une petite entreprise, une petite et moyenne entreprise, pour prendre la terminologie qui est vôtre? C'est quoi la méthodologie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, merci beaucoup, monsieur Bama. Mais si vous permettez, avant de répondre à la préoccupation, il y a 2 ou 3 points qui ont été soulevés tout à l'heure auxquels je voudrais apporter de petits rectificatifs. Le premier rectificatif, c'est par rapport aux avantages qui sont accordés par l'État en termes d'incitation aux entreprises. Ça ne concerne pas seulement les grandes entreprises. Dans la loi des incitations, portant régime fixant les conditions d'accès au régime des incitations, date de 2013. Et elle a été même révisée en 2017, où on a clairement fait comprendre 2 guichets pour l'accès aux incitations à l'investissement privé. Le premier guichet, c'est l'API pour les investissements directs étrangers et les entreprises de plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, donc les grandes entreprises. Maintenant, le gros, vous avez vu que c'est plus de 98%, 99%, 99,8%, c'est les PME et c'est le guichet de la PME. Toutes les incitations prévues dans la loi on peut les obtenir au niveau de la PME. Et elles sont destinées à ces petites et moyennes entreprises. La deuxième des choses, c'est est-ce qu'on pense à la pérennité des entreprises et est-ce qu'on pense à leur capacité à payer les services non financiers? Ça soulève véritablement la problématique de l'accompagnement de ces 208 000 et quelque chose d'entreprises. Vous comprenez bien que si on demandait à une structure publique de faire seule cet accompagnement, elle n'arriverait pas à bout. C'est pour ça qu'à chaque fois, dans chacun des projets que nous avons cités, il y a une formation de consultants privés qui sont appelés à accompagner. Et la question que vous posez donc, est-ce que les entreprises auront suffisamment de ressources pour pouvoir solliciter ces services, les services de ces consultants? C'est pour ça que nous avons, je n'ai pas fini ma liste tout à l'heure, nous avons un dispositif de facilitation de l'accès aux services non financiers qui est un mécanisme de subventionnement de ces accès-là. C'est-à-dire que l'entreprise va non seulement accéder, mais on l'accompagne financièrement dans l'accès à ce service du consultant. Donc parfois les subventions vont jusqu'à l'ordre de 80%. Donc 90% même pour ce qui est du diagnostic. Donc, et par rapport à la pérennité du suivi, quand je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai présenté le programme diagnostic et restructuration. Quand vous venez à la PME, la première des choses, c'est de faire un diagnostic pour connaître exactement dans quelle situation vous êtes. Et ensemble, c'est-à-dire le promoteur et le consultant mis à disposition par la PME, vous définissez un plan de développement qui sera donc mis en œuvre par la suite. Ça peut avoir des aspects techniques de renforcement des capacités qui se font au niveau de la PME ou bien des consultants qui sont commis. Ça peut également avoir des aspects financiers qui se font auprès de la BCPME et des autres partenaires. Parce que nous avons mis en place une plateforme qu'on appelle FinAccess, c'est-à-dire que pour faciliter cet accès, nous avons un panel de banquiers qui travaillent avec nous
Et nous sommes actuellement en train de développer le panel des établissements de microfinance pour accompagner l'accès à ces structures. Maintenant, si je peux revenir à la question, parce que c'est quand même... Qu'est-ce qu'un jeune qui a un projet. Qui a un projet. Et parfois, ils n'ont même pas de projet. C'est pour ça que je vous ai dit, ils ne sentent même pas la graine qu'ils ont en eux. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure. Il a parlé de ceux qui ont déjà des projets et qui ont besoin de l'accompagnement. Lorsque vous avez un projet, lorsque vous avez envie, il vous suffit de rédiger une demande d'accompagnement à M. le directeur général de la PME. Cette demande, elle peut être déposée. Nous avons actuellement dans les régions du Cameroun, dans les 10 régions, il y a au moins un CFCE qui fonctionne. Donc, et il y a les centres d'appui aux PME qui sont fonctionnels dans 6 régions actuellement. Ça répond pas aussi à votre préoccupation tout à l'heure. Nous sommes une jeune organisation qui se met progressivement en place avec les moyens que vous connaissez. Donc, quand vous déposez votre demande en tant que jeune, c'est une demande, ça peut être une page. On vous invite, donc, suivant le lieu, si c'est à Douala, vous allez à l'antenne de Douala, et vous rencontrez un conseiller d'entreprise localement basé qui discute avec vous. Parce que l'autre problématique, c'est qu'il faut amener les gens à briser la glace. La crainte qu'on a souvent constatée, c'est que quand les jeunes viennent, ils ont leur projet et ils ont peur de voir leur projet être pris par quelqu'un d'autre qui a plus de moyens et qui va le réaliser. Donc la première des choses, c'est qu'il rédige cette demande. Quand il arrive, c'est dans l'échange avec le conseiller qu'il arrive à briser la glace, qu'on arrive donc à déterminer la trajectoire qui correspond à son cas spécifique. Parce que définir les trajectoires globales, c'est encore un autre piège. Mais lorsque vous discutez avec, vous brisez la glace, il vous permet, le jeune ou le promoteur, vous permet donc de rentrer dans la philosophie de votre projet. Et lorsque cette philosophie, on peut donc savoir comment est-ce qu'on peut l'accompagner jusqu'au bout. Et c'est vraiment spécifique. Il ne faut pas s'attendre à ce que on définisse. On a des cadres. Vous avez vu ces différents programmes. Vous vous demandez comment on peut les mettre. C'est parce que dans chaque programme, on met un jeune ou bien un promoteur en fonction de ses besoins. Si vous avez un besoin en termes de développement continu de la productivité, on vous fait avec Aizen. Si vous avez un besoin de dématérialisation de certaines de vos procédures, on vous met avec le programme d'amélioration par la gestion des TIC. Si vous avez un problème de recherche de financement, on vous met dans le cadre de FinAccess. Si vous avez un problème dans le cadre de la qualité, on vous met dans Campacu. Donc, c'est comme un balai pour attaquer un ensemble de problèmes. Il y a un faisceau qui est adressé, de chaque faisceau correspondant à un problème particulier. Et chaque promoteur arrive avec une combinaison de problèmes auxquels il faut apporter des réponses spécifiques. Est-ce qu'il y a un plafond dans le financement des projets des PME au Cameroun? Est-ce que quelqu'un peut venir avec un projet de 25 millions et demander un financement? Les projets, il n'y a pas... je vous ai dit, nous ne sommes pas dans le financement de projets. Ouais. Non, je ne parle pas de l'agence des PME, je dis si par exemple, vous ne financez rien alors? Non, je vous ai dit tout à l'heure. Le ministère des PME ne finance pas les projets. Je ne sais pas vers où la question s'oriente, mais nous vous avons expliqué la structuration du ministère. Nous avons un instrument financier qui est la banque des petites et moyennes entreprises. Nous avons eu des programmes qui ont mis à la disposition des TPE, DPE, un certain nombre de financements de PACD. Donc, on finance. Mais la question posée dans le sens, est-ce qu'il y a un plafond pour financer un projet? Le financement de projet n'est pas lié à un plafond, M. Obama. Je pense qu'il faut que, comme les jeunes nous écoutent, qu'ils comprennent le financement des projets est lié à la pérennité de l'activité. Ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Il ne faut pas seulement créer son entreprise, adresser une demande pour dire que bon, moi, je veux un financement de 200 millions pour faire ceci ou faire cela. Donc, il y a une activité à mener suite à une étude d'opportunité. Il y a une étude de faisabilité qui a été réalisée qui explique que le projet est faisable techniquement.
financièrement rentable, c'est sur la base de ces éléments que celui qui finance s'engage, parce qu'il a en face de lui un espoir de retour sur l'investissement ou sur financement. Donc c'est ça qui oriente le choix ou non du financement. C'est pas un plafond. On peut avoir un projet de 5 milliards. Si ce projet est dans une bonne opportunité et que techniquement faisable, financièrement très rentable, je ne vois pas le financier qui ne va pas courir s'il n'y a pas de risque, quoi. L'une des récriminations ou alors des plaintes des PME, c'est que la facture publique, c'est-à-dire que les factures ne sont pas payées dans les délais requis. Et ça, c'est ce qui est quasiment à l'origine de la mort de plusieurs PME au Cameroun. On vous donne un bon de commande, vous livrez les papiers, les ceci, les cela, et après, pour qu'on vous paye, ça prend 6 mois, 8 mois, pratiquement 1 an. Conséquence, le monsieur ne peut pas payer ses employés, le loyer, il ne peut pas le payer, l'entreprise même tombe parce qu'il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce que le ministère, et là la question vous a laissé à tout avant de repasser à M. Wolfgang, qu'est-ce que le ministère fait pour permettre que les prestataires, les petites et moyennes entreprises qui sont dans la commande publique, vous disiez tout à l'heure que la banque a choisi pratiquement 70% des prestataires qui sont dans, du moins des clients qui sont dans la commande publique. Mais et on peut aujourd'hui comprendre pourquoi la banque des PME en difficulté, c'est qu'il y a de nombreux prestataires qui ne sont pas payés et qui ne peuvent pas rembourser les dettes contractées au ministère des petites et moyennes entreprises. Pourquoi le ministre ne va pas en conseil ministériel, dit à ses collègues vraiment payer les prestataires, les petites et moyennes entreprises. Vous pouvez même bloquer les grands qui ont des factures de 1 milliard, 2 milliards, 20 milliards. Mais les gens qui ont quelqu'un qui a levé ses 5, 3, 4, 9, comme on le dit dans le jargon, est-ce qu'il y a un plaidoyer dans ce sens-là, M. le directeur? Ok, merci M. Obama. Je pense que la problématique qui est posée est également une problématique économique qui peut s'expliquer. C'est une situation conjoncturelle que nous connaissons de plus en plus au Cameroun depuis quelques années et qui a entraîné des difficultés au niveau des trésoreries publiques, dont l'État, avec tous les engagements, avec tout ce qui est en face, quoi, dont je ne vais pas citer, vous avez eu le cas de l'extrême nord, vous avez eu le cas du Nozo, vous avez eu un certain nombre de contingences qui ont amené l'État à réorienter les dépenses budgétaires vers une certaine priorité nationale en termes de consolidation de la paix. À ce niveau, je pense que le MINFI certainement a eu des difficultés au niveau des trésoreries pour respecter les engagements en matière de paiement des prestations des entreprises. Mais cela dit, il y a des efforts qui ont été faits depuis quelques mois. Le MINFI, je pense que c'est la 3e fois qu'il annonce le paiement des factures de PME. Et ces problèmes, M. Obama explique les résultats que notre vis-à-vis venait de relever, que le deuxième recensement a expliqué comment les entreprises migrent des grandes entreprises vers les petites, les moyennes. Vous allez comprendre que massivement, le tissu économique du Cameroun est structuré autour des petites et moyennes entreprises qui font dans les services notamment commande publique. Et à ce niveau, c'est une structuration de l'économie qui n'est pas très adaptée pour un développement pérenne. La commande publique, qu'est-ce qu'on livre? Nous livrons les papiers, nous livrons les tables, nous livrons un certain nombre de produits qui sont importés. Et ça veut dire que ces entreprises, en termes de création de valeur, n'apportent rien. N'apportent presque rien. Donc ils achètent des produits importés ailleurs. Et vous allez voir dans l'orientation de la SND qui est martelée fortement l'import-substitution pour permettre à ces PME de produire localement ce que nous pouvons produire avec des avantages comparatifs
et que nous pouvons consommer. Ça va réduire non seulement leurs charges ou leurs dépenses en termes d'investissement, ou même ceux qui achètent. Ils ne vont pas acheter au même coût qu'ils achètent à l'extérieur, et ça va un peu augmenter leurs marges. Donc c'est des problèmes un peu complexes et systémiques que si on analyse dans le sens des PME qui font les marchés publics ou les commandes publiques ne sont pas payées seulement parce que les finances ou le MINMESA doit faire un plaidoyer. C'est très très facile ça, monsieur. D'accord. Bon, ça c'est vous qui dites. C'est vrai que je ne suis pas... cette affaire-là, c'est vrai qu'on est en guerre, il y a Boko Haram, il y a la crise séparatiste, mais il y a quand même il y a d'énormes sommes qui sortent parfois du ministère des Finances pour des choses... Alors, Wolf, on aurait voulu avoir un entrepreneur sur le plateau, celui qui nous a été conseillé par le MECAM. Malheureusement, il a atteint de Covid, on ne va pas annoncer cela, son nom à la télé, il devait être avec nous, il est en confinement. Quels sont, quand les entrepreneurs, les responsables des PME que vous rencontrez, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Ils en parlent souvent avec vous, c'est quoi le plus souvent? En termes de financement, les difficultés de manière générale. Je crois que le premier obstacle, c'est le financement, l'accès au financement. Le premier obstacle que toutes les entreprises qui naissent rencontrent, c'est l'accès au financement. Et cela est dû à quelque chose qui est structurel. Quand une entreprise commence, c'est très difficile pour un financier de commencer à faire confiance à quelqu'un qu'il a rencontré parce qu'il a un plan d'affaires. Le plan d'affaires n'est pas la garantie que le crédit peut être remboursé. Donc la première difficulté que ces entreprises rencontrent, c'est le financement. Et pourquoi, comme je vous ai dit, elles ne sont pas connues. Ceux qui existent ne sont pas transparents. Elles ne sont pas transparentes. Elles ne peuvent pas vous présenter des bilans et des comptes d'exploitation qui sont sérieux. Parfois, ils en font 3. Un pour le banquier, un pour le fisc, un autre pour la certification des comptes. C'est assez difficile pour un banquier de bien entrer dans ce type d'état financier pour pouvoir décider de donner du crédit. L'autre difficulté qu'ils ont sur le financement, c'est qu'ils ne sont pas capables de présenter des garanties. Ils ne peuvent pas présenter des garanties et le banquier, l'intermédiaire financier, il ne fait du crédit qu'à celui qui présente des garanties. S'il n'y a pas de garantie, je suis désolé, on ne peut pas faire crédit. Donc voilà un peu les quelques difficultés qu'on peut donner comme ça sur Est-ce qu'il y a des solutions, vous en tant qu'expert de la microfinance? Parce que c'est vrai, quand on a écouté le directeur, M. Boubou Mamoudou, on a l'impression que la Banque des PME quand même a donné les résultats qui étaient escomptés. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'État ne peut pas également travailler avec notamment les microfinances? Justement. Il y a comme la microfinance au Cameroun, là, quand même, il y a de nombreuses entreprises qui sont nées. Certaines semblent sérieuses, d'autres pas, mais l'État peut choisir avec qui travailler. Justement, je crois que le ministère des PME tente des bonnes solutions. Pour financer la PME, il faut la rendre finançable. Et comment? Il faut qu'elle soit crédible. Il faut qu'il y ait des gens dans l'entreprise qui ont une compétence en termes de compétences professionnelles. Il faut que l'entreprise présente des outils de gestion qui peuvent permettre de pouvoir venir contrôler la gestion après avoir exécuté cette gestion-là. Donc, le ministère des PME a des instruments qui sont très intéressants, ce qui renforce justement... Moi, j'ai connu une expérience d'une banque qui a fait confiance à des acteurs économiques, que je ne veux pas citer, et qui acceptait que ces acteurs économiques déposent 30% du volume de financement, quel que soit le montant, pour pouvoir apporter les 100% des besoins de financement. Ça veut dire qu'ils ont accordé le crédit sur la base de 70% de la confiance qu'ils font parce que les acteurs ont apporté l'assistance technique aux bénéficiaires de ce crédit-là. Donc c'est un peu la démarche dans laquelle ils sont et je leur souhaite beaucoup de courage et
il y a certains acteurs qui ont connu les expériences ailleurs de ce type de montage, où on a un accompagnement massif au plan technique auprès d'un entrepreneur qui va voir le financier pour de donner de la ressource. Philippe va prendre la parole, mais d'abord, M. le directeur, où est passé l'argent du Covid? Des 2 milliards. Le ministre a annoncé à la télé qu'il y a 2 milliards disponibles. Est-ce que les PME entrent déjà dans leur... c'est disponible quand même? Bon, comme la dernière fois, en fait, vendredi dernier, j'ai répondu à cette question d'un de vos confrères. Je pense que le fonds Covid, le fonds casse Covid, qui a été mis en place par le décret du président de la République, en fait par le décret du Premier ministre sous l'instruction du président de la République, a bénéficié pour l'année 2020 de 180 milliards de francs CFA. Mais la grande curiosité, c'est ces 2 milliards de Minmesa qui intéressent les médias. Non, pas les médias. Vous êtes là sur le plateau. Si on avait le ministre de la Santé, on parlerait de ce qui se passe au ministère de la Santé. Si vous permettez, le ministère a pris l'option de médiatiser et d'être transparent dans la démarche. Donc j'ai parlé du décret de répartition des fonds, dont les 180 milliards ont été répartis dans les différentes administrations, et dont le Minmesa qui a bénéficié de 2 milliards. Le même décret a donné les orientations sur l'utilisation des fonds. Et à la suite de ce décret, il y a eu une circulaire du ministre des Finances, avec visa du Premier ministre, qui organisait la gestion de ces fonds. Donc qui donnait la responsabilité et le rôle de chaque administration et qui mettait le MINFI comme étant l'ordonnateur unique de ces fonds. Donc le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, comme tous les autres ministères sectoriels bénéficiaires de ce fonds, s'est constitué en un organe technique de sélection et d'orientation des bénéficiaires. C'est ce que le Minmesa a eu à faire en organisant un processus de sélection qui a été décentralisé. C'est pour répondre également à un de vos soucis. Est-ce que les gens d'ailleurs ou d'arrière-pays bénéficient des accompagnements du Minmesa? Donc ça a été un processus décentralisé. C'est chaque délégué départemental qui a organisé la collecte des candidatures suite à la communication des critères d'éligibilité et des conditions qui avaient été validés préalablement par le service du Premier ministre. Donc, après la collecte et la centralisation de ces candidats ou de ces dossiers des candidats au niveau des délégations régionales, nous avons reçu au niveau central plus de environ 1171 dossiers, évalués en matière de demande des besoins à 18 milliards de francs CFA. Nous avons procédé à une sélection parce que vous avez en face 1171 dossiers, en fait, demandes, évalués à 18 milliards, dont 9 fois le budget que vous avez. Vous comprenez dans quelles conditions, et à ce niveau, nous saluons la sagesse du ministre qui a su mettre en place un mécanisme organisationnel qui a permis à ce que chaque région bénéficie de quelque chose. Donc il y a d'abord eu une option de répartition. Chaque région devait avoir au moins 150 millions sur les 2 milliards. Donc ça fait 1,5 milliard et nous avons laissé 500 millions comme variable d'ajustement parce qu'il y a des régions qui ont des densités un peu plus élevées que les autres en matière de PME. Nous avons procédé à cette sélection. On a sélectionné 720 bénéficiaires, dont 429 PME, et les restes sont constitués des organisations de l'économie sociale, et 271 PME et 429 organisations de l'économie sociale et artisans. Après avoir bouclé cette phase de sélection, autour d'un comité que le ministère a mis en place, les dossiers ont été transmis au ministère des Finances avec les PV de sélection et toute la documentation pour suite de la procédure. Le MINFI étant l'ordonnateur unique, a mis en place une PRI spécialisée fonds Covid et depuis quelques temps, le paiement est en train de suivre son cours. Mais relevons qu'il y a eu quand même... Le paiement a commencé déjà. Le paiement a commencé, beaucoup ont été payés.
Mais relevons qu'il y a eu un certain nombre de difficultés, notamment à ces dossiers fonds Covid PME. Vous savez... c'est terminé, il faut jeter. Quand on a lancé les PME, quand on a lancé les fonds Covid, les établissements sont des entreprises individuelles. Et quand les gens posaient les dossiers, il y a normalement pour un établissement individuel, il y a confusion entre le promoteur et l'établissement. Donc il a mis le RIP en son nom, arrivé aux finances, ça crée des difficultés en matière de virement. Donc il y a eu des rejets massifs par rapport à ça. Nous avons eu des organisations de l'économie sociale des artisans qui ont ouvert des comptes il y a de cela 5 ans dans des microfinances qui sont fermées ou des comptes qui sont fermés. Donc il y a eu ces virements qui ont eu également des difficultés. Donc, mais à date, les paiements poursuivent. Je pense que certaines régions ont été déjà payées et d'autres sont en cours de paiement. On arrive à la fin de l'émission. Philippe, vous voulez dire un dernier mot? Peut-être vous aviez quelque chose à dire. Deux choses rapidement. Sur la question des financements, disons, alternatifs qu'on a évoqué tout à l'heure au niveau des bailleurs de fonds. Je n'ai pas beaucoup suivi le ministère, j'allais dire, plaider pour que les fonds qui sont destinés au financement des PME, des lignes de financement qui sont ouvertes, pour s'assurer que ces ressources-là sont effectivement captées par les PME. Parce que la plainte qu'on a, c'est que malheureusement, les banques s'organisent pour que ces ressources, pour orienter ces ressources vers d'autres acteurs économiques, notamment les grandes entreprises. Et il n'y a que très peu de PME qui réussissent à capter quelque chose. Ensuite, je crois qu'il y a un travail législatif qui peut être densifié au niveau du ministère des PME. On a parlé du secteur de l'économie sociale tout à l'heure. Je crois savoir qu'il y a un projet de loi qui traîne depuis à peu près 10 ans, que le ministère n'arrive pas à faire passer sans que je ne comprenne, alors que précisément... alors que précisément, l'économie sociale, c'est un vivier, parce que c'est tout ça aussi, ces organisations, qui peuvent servir de socle, n'est-ce pas, à l'essor d'une frange des PME. Donc, à la limite, je dirais qu'il faudra peut-être que le ministère des PME se montre plus ambitieux, comme d'autres ministères, mais qui se montre plus ambitieux, compte tenu de son rôle vraiment central. On ne pourra pas lutter contre la pauvreté, contre le chômage, si ce ministère continue à être à la remorque ou à la traîne d'autres départements ministériels, me semble. D'accord, on ne va pas dire que le ministère est quand même à la traîne. Vous allez prendre la parole en dernier, votre dernier mot, mais il y a une question qui est posée par le professeur Ndoua Bioulé. Comment le ministère capitalise les financements alternatifs, le crowdfunding et le business angels? Comment le ministère mutualise-t-il les efforts des incubateurs? En 2 minutes, parce que c'est terminé là. Je crois que là, c'est posé. Dans la plateforme que nous avons avec les banquiers, vous avez également des acteurs de business, quelques business angels qui sont inscrits. Le crowdfunding est en cours de réglementation au niveau du pays. Et vous savez que nous sommes une institution publique. Pour gérer ce genre d'aspect, il faut marcher au rythme de la loi. Mais nous pensons sérieusement que c'est une alternative qui a fait beaucoup de preuves ailleurs et où on est vraiment, et dans le contexte dans lequel on est, cette solution peut vraiment apporter beaucoup de choses pour nos PME. J'ajouterais pour terminer que par rapport à ces aspects de financement dont on parle, nous on a quelque chose qu'on aime dire chez nous, c'est qu'un bon projet porté par un bon promoteur ne manque pas de financement. Le véritable problème qu'on a souvent chez nous, c'est que, les projets ne sont pas suffisamment structurés, et 2, nos promoteurs n'ont pas développé un profil adéquat. C'est pour cela que nous travaillons des 2 côtés. D'accord. En même temps que nous travaillons avec les institutions financières pour les amener à avoir un regard plus adapté aux réalités des petites et moyennes entreprises, nous travaillons également du côté des petites entreprises pour les amener à avoir un profil, que ce soit le profil d'entreprise ou bien le profil de projet, qui sont véritablement plus bancables
auprès des institutions financières. C'est vous qui allez clore le débat, c'est vous qui représentez le ministère sur le plateau. On note bien, d'abord je confesse que j'ai salué la démarche du ministre des Petites et Moyennes Entreprises. C'est rare dans notre pays de voir un ministère qui expose ce qu'il fait. J'ai participé à l'échange pendant c'est pratiquement 4 heures d'échange. Le secrétaire général en personne est venu expliquer. Les directeurs ont pris la parole. Le ministre lui-même il est venu. Ça montre bien qu'il y a au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, il y a une dynamique qui est mise en place. Et cette dynamique-là, elle s'est faite dans la transparence. Voyez-vous, c'est tellement assez clair l'indication, les indications que vous venez de faire sur le fonds Covid. Ailleurs, c'est dans l'opacité totale, on ne sait même pas comment c'est fait. Et c'est à louer. Et je pense que ce que fait le ministre est déjà bien. Peut-être qu'il y a des choses qu'on devrait ajouter. On vous donne la parole pour le mot de fin. Merci, M. Obama. Je vais saisir l'opportunité de cette dynamique du ministre que vous venez de mettre sur le plateau pour revenir sur un propos de mon vis-à-vis par rapport à la loi sur l'économie sociale. Je pense que c'est la première loi que le ministre a défendue quand il est arrivé au ministère en 2019. Et il a défendu avec autant de dynamisme et la loi a été transmise, le projet de loi a été transmis au niveau des services du Premier ministre. Donc je voulais remettre faire ces mises au point. Et effectivement, nous nous sentons à l'aise de travailler avec un ministre qui a une vision très très moderne de l'administration. Et nous pensons qu'avec les réflexions qu'il a engagées au niveau de ces départements ministériels, avec les nouveaux défis par rapport à la transformation de notre structure, de notre économie, nous avons beaucoup de choses à faire et nous sommes en train de s'outiller petit à petit pour permettre aux PME, aux acteurs de l'économie sociale et aux artisans de jouer véritablement le rôle de catalyseurs du développement économique de notre pays. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet aujourd'hui. Avant d'accueillir, on va d'abord peut-être finir avec Janice Kamba. Je pense que certains, les uns et les autres, ont été imprégnés de ce qui se passe aujourd'hui au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, surtout les opportunités qu'il y a là-bas, et à l'agence des PME, à la banque des PME, il y a de nombreux projets qui sont mis en place pour accompagner les PME au Cameroun. Les PME, pas seulement celles qui existent déjà, mais également celles qui sont en création ou en projet, aller au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, dans les délégations départementales qui sont dans les 52 départements, dans 52 départements. Non, vous m'avez parlé de 52, dans tous les 58 départements et délégués départementaux. C'est super. Ok, d'accord. On va, puisqu'il nous reste très peu de temps, on va respirer un tout petit peu à la régie, si Verla le permet. On a été accueillis, rejoint par Janice Kamba. Janice, bonsoir. Bonsoir Ernest. Comment ça va? Ça va bien, merci. Félicitations à vous pour votre nomination. On va faire le fact-checking du jour et on commence par le Covid. Ah, cette affaire de là, le Covid, la Covid, finalement. On dit quoi? Là, c'est ça? On dit les deux. On dit les deux, mais selon l'Académie française, c'est là qui est plus approprié. D'accord, je vais appeler ça le Covid. L'État camerounais a acquis 25 ambulances à 7 milliards de francs par le biais du ministère de la Santé. Ça circule sur la toile. C'est vrai ou c'est faux? Alors, il s'agit d'une fausse information parce que il y a 2 heures de temps environ, le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, a tenu à rétablir la vérité sur ces chiffres. Il a tenu à mettre fin aux fake news qui circulaient depuis hier au sujet de l'acquisition de 25 ambulances
au coût de 7 milliards de francs CFA. L'information circulait déjà au sein des médias, des journalistes, mais également des pages des blogueurs santé. Le montant, les ambulances étaient destinées au renforcement du système de santé et au plan de riposte contre la Covid-19. Elles sont le fruit d'une convention signée entre le Cameroun et la Banque islamique de développement avec pour agence d'exécution le programme des Nations Unies pour le développement. Le tweet du docteur Manaouda précise donc que les 7 milliards représentent le coût total du projet d'équipement qui comporte, en plus de ces ambulances, 6 scanners et plusieurs autres équipements médicaux. Ben, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut remettre le poste à l'antenne, le poste du ministre? Donc c'est combien d'ambulances? 25. 25 ambulances. Oui. 6 scanners. Et exact. quelques autres et d'autres équipements médicaux. Que ça fait combien? 7 milliards de francs CFA. C'est presque le budget du ministère des PME. La vitamine C est-elle un traitement efficace contre le coronavirus? C'est un fake news, Ernest Obama. Tout est parti de posts sur les réseaux sociaux, des docteurs sur les réseaux sociaux, j'y arrive. D'abord, celui du docteur Richard Chen de Shanghai, puis celui du docteur Résimon en France, entre autres. Pour que se répande le fake news comme une traînée de poudre. On était le 7 mars 2020. Ils affirmaient alors que la vitamine C protège des virus et notamment du coronavirus. Faux, la vitamine C n'est pas un traitement efficace comme semblent l'attester de nombreux sites aux États-Unis, au Canada et puis en France. Aucune preuve scientifique ne montre en effet que la prise de grosses doses, parfois par intraveineuse, constituerait un remède efficace contre le virus. C'est pas un remède, hein, moi je suis pas... mais au moins la vitamine C augmente la défense immunitaire, c'est ça? C'est bien ça? Non, disons qu'elle a un effet sur le travail intellectuel. Bon. On aura c'est peut-être vous qui avez fait le fact-checking. Est-ce que la cocaïne tue le virus finalement? C'est également une fausse information qui circule sur la toile. Les recherches de vaccins sont toujours en cours, mais aucun travail scientifique n'indique que la cocaïne serait utilisable pour lutter contre le coronavirus. La rumeur est partie d'une image semblable à la capture d'écran d'une chaîne d'information diffusée sur Twitter. Or, la télévision n'avait jamais diffusé cette information. Des experts parlaient alors d'un générateur d'images souvent utilisé pour propager la rumeur. Le principe est simple. À l'aide d'un outil en ligne appelé le générateur de breaking news, un internaute peut simuler les gros titres affichés à la télévision. Pour que cela soit crédible, l'image générée est prise en photo dans une qualité dégradée, laissant croire qu'il s'agit d'un écran de télévision. Le froid tue ou pas le virus c'est le corona toujours? Oui, le coronavirus, c'est un fake news, car si c'était le cas, les pays de l'hémisphère nord se seraient débarrassés du coronavirus en hiver 2019-2020. Le froid ne tue pas le virus résiste davantage aux températures basses sur les surfaces inertes ainsi que sur les aliments crus ou peu cuits. Selon une étude des chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement de l'Université d'Aix-Marseille, le Covid se propage davantage quand il fait froid, lorsque la température est plus faible et l'air plus sec. Ouf, voilà ce qu'on peut se dire. Je me permets, nous allons sortir avec cette vidéo insolite de quelqu'un qui ne blague pas avec le respect des mesures barrières. Il tient à véritablement porter son masque. On regarde ceci, si la réalisation nous permet. Bien sûr. Les Camerounaises, ils ne s'en séparent plus. Voilà. Ok, merci pour l'image. Hein, je crois que c'est pour c'était un blagueur ou bien c'est une vidéo. C'était un comédien. Allez, lui, le blague parmi il a été condamné aujourd'hui à 3 ans de prison, dont un enferme, le Nicolas Sarkozy. On sait également que ce jour, on l'a appris. Il est mort finalement, M. Moncam. C'est depuis hier qu'il est décédé. Le corps de Bernard Diongue arrive au Cameroun demain.
celui qui était passionné d'agriculture. Au fait des paysans. Oui, il est parti malheureusement. On espère, on ira l'attendre à l'aéroport demain pour le dernier voyage. Allez, on va vous remercier d'avoir été avec nous, monsieur le directeur, d'avoir été avec nous sur le plateau. Vous passerez nos remerciements au ministre des petites et moyennes entreprises, pour qui j'ai de l'économie sociale et de l'artisanat, pour qui j'ai un respect souverain. Pourquoi? Parce que le ministre est assez effacé, assez efficace, et il est assez simple, il est ouvert. Donc vous appelez le ministre, il décroche, vous parlez, vous discutez des sujets. Quand vous avez une question, vous lui posez, il répond. Il est assez ouvert. Et puis il est parmi ces ministres jeunes qui ont été choisis par le chef de l'État, qui montrent bien qu'on peut être jeune et être compétent sans être vorace. Donc, sans être vorace, c'est très important le dernier, cette affaire que je viens d'utiliser là. Philippe, merci. Janice, merci. Merci à M. Wolfgang Oswa qui était avec nous, qui a laissé la place à Janice. On dit merci à toutes les équipes de production. Verlan, s'il vous plaît, réglez cette affaire rapidement, sinon on va crever sur le plateau demain soir. Allez, on vous dit merci d'avoir suivi le programme. C'était Bon Matin, première sortie de la semaine. Et peut-être demain, on parlera justement de la condamnation de Nicolas Sarkozy. Quelles répercussions, quelles leçons l'Afrique doit-elle tirer de cette condamnation de l'ancien président français Nicolas Sarkozy? Merci à Verlan Côté, merci à toute l'équipe, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, le temps reste et demeure le véritable tribunal de l'histoire. Bien le bonsoir. De vous déplacer en toute sécurité et dans le confort partout au Cameroun, Polycom Voyage et Tourisme réalise ce rêve en vous offrant sa gamme de véhicules de toutes marques adaptés à votre demande. Berline, 4x4, bus, Yas, équipés de GPS, des chauffeurs expérimentés.